cette seconde table ronde est assez pointue, du fait qu'il ressort d'études et d'analyses économiques, que serait-ce quand il s'agit de l'économie humanitaire avec pour problématique moteur aux limites d'une action pérenne. Dans ce contexte, il est bon de rappeler que les besoins humanitaires issus des crises cycliques et les réponses apportées par l'aide internationale entraînent l'apparition d'une économie humanitaire dont les enjeux et les impacts ne sont que peu étudiés. Dans tous les cas, il s'agit de placer le problème dans une nouvelle configuration structurelle qu'il appartient désormais à l'académique et aux praticiens d'en limiter le contour. Peut-on qualifier cette économie d'industrie humanitaire? Bien qu'elle soit en crise, elle est en plein essor. Vu les chiffres exponentiels des aides accordées par les États, les organisations internationales et autres ONG internationales bailleurs de fonds. La raison, c'est que les fonds avancés par les gouvernements à l'échelle internationale ont été multipliés par 7 depuis 1990 pour atteindre 27,3 milliards de dollars américains en 2016. La contribution officielle ayant quadruplé et la participation du privé constituant actuellement le quart des fonds humanitaires avancés. Un problème d'agencement structurel a surgi au niveau de la gouvernance de ces fonds. Faut-il noter aussi que la prévention des désastres n'est toujours pas une priorité et la seule réponse en urgence aux crises est privilégiée par les principaux bailleurs de fonds. En fait, l'assistance internationale, qui transite par des mécanismes de financement internationaux, augmente d'une façon considérable pour venir en aide lors des conflits. Mais vu l'envolée des prix sur le marché, les coûts de l'assistance ne cessent de croître en même temps que la qualité des prestations humanitaires, et ceci malgré les problèmes de coordination entre acteurs persistant sur les crises les plus médiatisées. Toutefois, et en dépit d'une expansion des fonds humanitaires, le taux de violation des lois internationales humanitaires va crescendo. Les attaques contre les hôpitaux, prises d'otages, même parmi le personnel d'assistance humanitaire, l'incarcération forcée des prisonniers, la revendication du droit de propriété sur ces derniers, la réclamation de rançon, tout ceci sans la moindre impunité, ce qui limite la capacité de l'aide humanitaire à exercer ses devoirs dans les zones de conflit et pousse à négocier financièrement les aléas qui en résultent. Dans ce contexte, les économistes incitent à des études de ces phénomènes de crise où le traitement de l'aide internationale est mis en péril, du moins en partie. D'autres problèmes viennent se superposer comme celui de l'évaluation des besoins et les interventions de secours qui soulèvent une nouvelle matière de recherche qu'est celle de l'assistance en espèces, le cash-based programming, et qu'au-delà des paiements en cash aux réfugiés, par le recours à des moyens technologiques tels l'utilisation des smart cards, des mobile money, de la reconnaissance biométrique et d'autres innovations qui encouragent l'expansion du cash-based assistance. Cette façon de gérer en cash échappe souvent à un contrôle financier, problème qu'il faudrait appréhender afin de limiter la fuite des aides par le recours à ces nouvelles techniques de paiement et qui risquent d'échapper à la chaîne de contrôle financier. Nos éminents intervenants proposeraient à ce niveau de chercher les stratégies adéquates afin de pouvoir mieux canaliser ces assistances en cash. Mais reste à rappeler que ces aides ont servi à l'intégration au sein du système financier d'aide humanitaire des produits financiers développés par les assurances contre les risques de catastrophes et des titres liés aux risques qu'on appelle le cat bond, c'est-à-dire les obligations catastrophiques ou les obligations catastrophes, en fait, qui relèvent d'une situation catastrophique. Je peux m'exprimer justement là-dessus du fait que cette approche d'économie humanitaire n'est pas intégrée dans mon cours de fiscalité internationale, des valeurs mobilières et des produits financiers. Je le ferai désormais. Mais il n'empêche que les économistes et les financiers ont à apprendre davantage sur cette économie humanitaire. Cette table ronde présentera donc le nouveau champ d'étude de l'économie humanitaire et tentera d'analyser les conséquences économiques des crises humanitaires et des réponses qui y sont apportées. 4 éminents intervenants, pourvus de leur capacité académique
et de leurs pratiques sur le terrain tenteront de cerner ce champ de recherche par des exposés. La première intervenante, évidemment, c'est Mme Mireille Girard, du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Elle parlera de l'impact économique de la crise des réfugiés. Mme Girard est la représentante des Nations Unies pour les réfugiés au Liban depuis juillet 2015. Avant sa nomination au Liban, elle a occupé les postes de représentante en Thaïlande, Soudan du Sud, et au cours de ses 24 années de carrière avec le HCR, Mireille Girard a occupé diverses fonctions, aussi bien au siège du HCR à Genève que sur le terrain en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient. Ces domaines d'expertise couvrent la protection internationale des réfugiés et la réponse d'urgence aux crises humanitaires. Mireille Girard est diplômée en droit international public, Sciences Po et d'études orientales. La parole est à vous, Madame Girard. Merci, professeur. Vous entendez? Non. Ah, voilà. Merci, professeur. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et de partager cette discussion avec mes collègues sur ce panel. Je voudrais proposer, comme le professeur l'a indiqué, peut-être l'impact un peu plus général économique de cette crise et puis élaborer certains points plutôt pour donner l'introduction à ces discussions plus spécialisées dans lesquelles on se plongera plus tard dans le panel. Alors, quand on parle de l'impact économique de la crise, je pense qu'il est très important de distinguer l'impact de la guerre en Syrie sur les pays voisins et l'impact de la présence des réfugiés. Et souvent, les deux sont confondus, ce qui est au détriment de la réponse, parce qu'il faut vraiment identifier pour chaque cause, pour chaque problème, quelle est la cause, afin d'adresser cette cause et non pas adresser une cause avec le mauvais remède. Donc, par exemple, il faut aussi distinguer, quand on parle de l'impact économique, il y a l'impact économique, mais vous avez aussi, et aujourd'hui, on va s'appesantir sur ce sujet-là, mais vous avez aussi l'impact social, l'impact politique et quelquefois même l'instrumentalisation de l'aide. Et tout ça, ça fait partie du contexte dans lequel nous travaillons comme humanitaires. Et c'est important de comprendre ce contexte pour répondre de la façon la plus pertinente possible et surtout rester à l'écart des considérations politiques. Et c'est très important de garder la neutralité de l'aide. Mais il faut comprendre le contexte dans lequel on opère. Alors, pour distinguer, si je me concentre plus précisément sur l'impact économique, l'impact de la guerre, par exemple, c'est ce que je dirais être, par exemple, le fait que les exportations du Liban ont chuté complètement avec la fermeture de la frontière avec la Syrie. Vous savez que les produits agricoles en particulier, mais d'autres produits également, allaient sur le Golfe à travers la Syrie, servaient la Syrie aussi. Ça s'est arrêté avec la guerre. Les mouvements, disons, ont drastiquement diminué. Et ce qui était un grand moteur économique pour le Liban. Un autre moteur économique pour le Liban, c'était le tourisme. Essentiellement le tourisme du Golfe aussi. Et ça aussi a chuté à cause de la guerre, parce que vous avez un pays qui était limitrophe à un pays en guerre, et donc le tourisme était un peu inquiet de venir dans une zone de guerre et donc a réduit sur le Liban. Ça, c'était des facteurs importants de revenus pour le Liban qui ont chuté. Donc la croissance économique du Liban, et c'est deux exemples parmi d'autres, mais ce sont deux exemples très caractéristiques, ça serait ce que je qualifierais de l'impact de la guerre sur la croissance économique du Liban. Et ça, ce n'est pas lié aux réfugiés. Que vous ayez des réfugiés ou pas, vous auriez cet impact-là. Les réfugiés sont la conséquence de la même cause, c'est-à-dire eux ont fui la guerre. Alors l'impact de la présence des réfugiés sur les pays limitrophes à la Syrie, ça se traduit par la pression sur les services publics en particulier, accès aux soins de santé, ressources en eau, ressources en électricité dans les villages. Vous savez que la plupart des réfugiés, enfin les réfugiés sont un peu partout, ils se sont éparpillés un peu dans toute la communauté pour essayer de trouver un logement et de protéger leur famille. La plupart les zones qui reçoivent les plus grands nombres de réfugiés sont les zones qui sont en fait les plus démunies aussi. Ce sont les zones frontalières où, par exemple, à l'origine dans le village, vous n'aviez déjà pas assez d'électricité ou pas assez d'eau. Et donc, ces mêmes villages doivent partager avec encore plus de gens. Dans certains villages, vous avez le double de la population a doublé. Et donc, les ressources sont encore plus restreintes. Et
et de façon intéressante, et je dois dire ça parce que c'est assez atypique, vous avez en fait les tensions dans les villages qui sont en train de monter maintenant au Liban entre les deux communautés, sur un sentiment de présence trop prolongée des réfugiés, etc. En fait, la tension n'est pas aussi grande dans les villages qui reçoivent le plus de réfugiés. Elle est en fait plus grande dans les villages qui ont moins de réfugiés. La solidarité est plus grande dans les endroits où, en fait, peut-être aussi, et je vais en parler, parce que justement les projets ont été développés dans ces municipalités. Les municipalités qui ont reçu le plus grand nombre de réfugiés, c'est là où l'aide humanitaire s'est concentrée. Et donc ça a aidé à apaiser un peu les tensions, parce que l'idée c'était que toutes les communautés bénéficient de ces projets. Et donc j'en viens maintenant justement à cet exemple-là. La réponse humanitaire a été caractérisée depuis 2014 déjà, et le HCR déjà à l'époque avait senti ça très fortement, qu'il était vraiment important de ne pas se concentrer seulement sur la réponse humanitaire, mais de donner un soutien à la stabilisation des pays voisins. Si vous ne faites que la réponse humanitaire, vous oubliez une partie de la réponse. Et j'appelle ça quelquefois, vous savez, comme une pièce de monnaie, une pièce de monnaie qui a deux faces. Une face, ce sont les Libanais qui étaient quelquefois ou les Jordaniens, qui étaient dans des zones démunies déjà à l'origine, où il n'y avait pas beaucoup d'investissements qui avaient été faits. Maintenant, par générosité, ils partagent leurs ressources. Et ils ont l'impression que, bon, c'était un ministre de la Culture qui m'avait dit à l'époque, vous savez, c'est comme si on vous disait, vous portez quelqu'un sur votre dos qui fait 70 kilos, et on vous dit, vous le portez sur 50 mètres. Bon, vous le faites. Après, on vous dit, il y a 200 mètres de plus. Alors, vous faites 200 mètres de plus. Ensuite, on vous dit, c'est 2 kilomètres. Vous voyez, et vous vous dites, combien de temps encore je dois porter ce fardeau. Donc, c'est le sentiment qui prévaut, et on est très clair, c'est le sentiment qui prévaut au Liban et en Jordanie. La solidarité prévaut toujours, et c'est admirable, mais les personnes se disent combien de temps on va durer et combien d'aide humanitaire on va recevoir pour nous aider à faire face à ces challenges. Donc ça, c'est le sentiment. Donc la réponse humanitaire a vraiment pris en compte depuis déjà 3-4 ans l'idée qu'il fallait vraiment faire du soutien aux infrastructures, aux pays hôtes, au même titre qu'on aide les réfugiés et leurs besoins humanitaires, parce que c'est deux faces de la même équation. La considération là était que le Liban et la Jordanie sont des pays d'économie moyenne, sont des pays développés, donc normalement pas éligibles pour des aides humanitaires, des aides au développement, etc. Mais du fait de la guerre en Syrie, ces pays se sont trouvés fragilisés. Et donc ils sont dans une situation particulière qu'il faut prendre en compte. Et c'est vraiment important de prendre en compte ces besoins-là et de développer des outils qui nous aideraient à répondre aux besoins de ces pays dans les circonstances dans lesquelles ils se trouvent. Le fait qu'au Liban, la politique du gouvernement a été de ne pas faire de camps nous a permis, en tant qu'aide humanitaire, d'essayer de répondre par le soutien aux services. Et j'en ai parlé plus tôt, c'était un des impacts principaux et la pression sur les services. Quand vous avez une population additionnelle à servir, les services font face à des défis. Donc l'idée, c'était de soutenir les services. Donc l'aide humanitaire, si elle avait été dans des camps, on aurait fait des cliniques dans les camps, des écoles dans les camps, et on aurait aidé les écoles dans les camps, les cliniques dans les camps. Et la population autour n'aurait pas forcément bénéficié de ça. Le fait que les gens soient répartis dans la population, ça nous aide à soutenir l'école du village, l'hôpital, donner un scanner dans un village à Akkar qui n'avait pas d'équipement auparavant, renforcer les écoles, repeindre, recruter des professeurs supplémentaires, etc. Donc aider l'économie du pays à répondre à cette réponse, mais en même temps, l'investissement que vous faites dans les services publics, il reste. Lorsque les réfugiés sont partis, les investissements restent en infrastructure. Tout ça, c'est un gain pour la communauté. Et c'était vraiment l'idée et l'optique de la réponse humanitaire. Donc l'idée, c'était d'essayer, d'alléger le coût sur l'État, le fait que les réfugiés soient là, ce ne soit pas un coût supplémentaire pour l'État, en remboursant les frais d'éducation, de santé, etc., de cette population supplémentaire, pour que ce ne soit pas l'État qui a dépensé ces coûts-là, renforcer la capacité d'absorption des services et renforcer les services eux-mêmes par des équipements de pointe, vous savez, la chaîne du froid pour les vaccins, des salles d'opération chirurgicales, etc., etc. Bon, il y a des problèmes, on n'a pas résolu tout, c'était l'optique, disons, c'est la direction qu'on avait. Certains problèmes sont difficiles à résoudre et demeurent particuliers. Au Liban, vous avez un manque dramatique de lits dans les hôpitaux, qui
qui rend du fait la présence d'une population supplémentaire comme une pression supplémentaire sur les services. Vous avez encore plus de gens qui ont besoin de lits et il n'y en a pas assez déjà. Donc ça, c'est un problème qu'il faut vraiment résoudre en étendant un peu les hôpitaux et pas assez d'hôpitaux publics. Beaucoup d'hôpitaux ici sont privés. Et donc, c'est beaucoup plus cher pour les personnes les plus vulnérables d'accéder aux soins de santé. Alors, la question s'est posée aussi, est-ce qu'en remboursant les frais médicaux d'urgence des réfugiés dans les hôpitaux, est-ce qu'en faisant ça, on n'est pas en train de privilégier les réfugiés sur les Libanais? Et l'idée, c'est de dire, oui, mais alors la réponse, c'est pas de dire on va aider moins les réfugiés, c'est de dire il faut aider plus les Libanais. Et peut-être cette réponse à la crise, ce serait le moyen d'essayer de renforcer les soins de santé et la couverture sociale pour les Libanais vulnérables. Utilisons cette crise comme une opportunité pour remonter les services aussi pour la population. C'est pas réduire au minimum commun, comment on appelle ça, le dénominateur commun, le plus petit, mais au contraire d'essayer de monter les standards pour tout le monde. Alors, pour l'éducation, j'ai donné l'exemple de la santé. L'éducation, l'idée, c'est d'essayer de faire que les services de santé ressortent plus forts de cette crise, d'éducation, ressortent plus forts de cette crise qu'ils ne l'étaient avant. Les écoles n'étaient pas remplies avant, parce que les investissements avaient été, disons, assez minimum dans les secteurs publics. De ce fait, les parents mettaient leurs enfants dans l'école privée. Et ça a été une chance du fait que lorsque les réfugiés sont arrivés, finalement, on avait de la place dans les écoles et les instituteurs ont vraiment ouvert leurs portes aux réfugiés, ce pourquoi on est très reconnaissant. Et on a pu, du coup, investir dans les écoles, dans les équipements, formation pour les professeurs, révision du curriculum. Tout ça, c'est un gain qui va peut-être rendre le service public plus attractif lorsque les réfugiés seront partis, aussi pour que certains enfants qui sont dans l'école privée peut-être retournent au secteur public dans l'avenir. Troisième et dernier point sur l'impact sur les services, les investissements en infrastructure. Ce qu'on a essayé de faire aussi dans la réponse duale dont je parlais, qui soit humanitaire et de stabilisation, c'est d'investir dans l'infrastructure de services. Par exemple, créer des réservoirs d'eau, des réseaux d'adduction d'eau, des usines de traitement des déchets, voilà, parce que c'était essentiellement les déchets, l'électricité, l'eau, la santé et l'éducation qui sont les secteurs les plus impactés. Ceci dit, ces investissements n'ont pas encore atteint l'échelle pour être assez visibles. Ils sont là, il y a déjà pas mal de choses qui ont été faites. Si vous prenez le HR, par exemple, nous avons investi plus de 200 millions dans les services des infrastructures dans ces dernières années. Bon, mais c'est quand même pas assez visible. Ce qu'il faudrait, c'est vraiment des investissements de taille accrue de façon exponentielle, de façon à ce que la communauté libanaise et jordanienne voit ces services-là en disant « Ok, l'aide humanitaire, la communauté internationale est là avec nous. » Pour l'instant, c'est éparpillé un peu partout et ce n'est pas assez visible. Donc il faut accroître l'échelle. Et ce qu'on a fait pour ça, c'est de développer un outil assez précieux. Vous avez fait allusion aux outils financiers. La Banque mondiale a développé ce système de prêts concessionnels, encore une fois, qui sont accessibles au Liban et à la Jordanie du fait de leur situation spécifique, parce que ce sont des prêts bonifiés, prêts gratuits, en gros, plus ou moins gratuits, pour l'infrastructure. Et ça va nous permettre d'étendre l'échelle de façon exponentielle. Nous avons maintenant 150 millions qui ont été approuvés l'année dernière pour les réseaux routiers, par exemple, améliorer le réseau routier. 150 millions aussi à nouveau récemment sur la santé pour rembourser l'hospitalisation et les frais de santé primaire pour les Libanais, donc pour justement donner cette équité à la réponse. Voilà. Alors, pour récapituler, le coût de la crise sur l'économie, de la présence des réfugiés, encore une fois, sur la présence de l'économie, se traduit par la pression sur les services. Au titre, l'aide humanitaire essaie de réduire les coûts pour l'État, renforcer les services publics, réhabiliter ou reconstruire l'infrastructure et aussi par là même créer des emplois dans la construction, générer du pouvoir d'achat par les services de cash, on va en parler, je ne délabore pas parce que mes collègues vont en parler plus tard. Le cash qui va permettre aux gens de consommer, à un moment où vous avez les exportations qui ont décru considérablement, avoir 1 million de consommateurs de plus, ce n'est pas négligeable. Ça permet de compenser, d'une certaine façon, la perte, une certaine partie de la perte des exportations. Et en fait, nous avons calculé avec le programme de développement des Nations Unies qu'il y a un multiplicateur de l'aide humanitaire et de l'aide internationale. Quand vous investissez $1 dans l'économie libanaise ou dans le jordanienne,
ça se traduit par 1,6 $ dans l'économie, en fait. Un dollar investi par l'aide internationale est multiplié par 1,6 en réalité en contribuant, comme contribution à l'économie nationale. Alors, mon dernier point, ce serait, bon, c'est ce qu'on essaie de faire. D'une certaine manière, certains des objectifs ont été atteints. Pour certains, on est encore loin de là où on devrait être. Et il faut vraiment augmenter l'échelle de façon dramatique. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour pousser l'aide, pour aller toujours plus loin, en efficacité, en pertinence, en impact, en innovation? Pas mal d'innovations ont été développées dans cette crise-là. Vous avez par exemple justement cette approche duale humanitaire stabilisation. C'était un nouveau produit, ça n'existait pas ça dans l'aide humanitaire en général. Et ça s'est depuis développé dans d'autres parties du monde. On a utilisé l'exemple de la réponse syrienne dans d'autres parties du monde parce que c'est une bonne pratique et c'est quelque chose qui devrait être développé partout. Dès le début de la crise humanitaire, vous devez commencer avec l'aide au développement. Ça, c'est vraiment fondamental. La deuxième chose, c'est l'innovation technique. Nous avons développé des produits nouveaux dans cette crise-là. Par exemple, en utilisant l'enregistrement biométrique, on utilise les données biométriques pour l'enregistrement des personnes, pour éviter la fraude, pour éviter les confusions et les inexactitudes. Les systèmes de communication de masse sont utilisés, de participation de masse des réfugiés à travers les SMS. Vous savez, on est dans une ère de technologie avancée. La communication papier, ça n'existe plus trop. Hein. Pour les réfugiés, ça fait plus trop de sens. Les gens ont des téléphones, ils se partagent, 2-3 familles se partagent un téléphone. C'est un investissement qu'ils font dès le début parce que c'est important, c'est ça qui les tient connectés à leur famille. En Syrie, les gens essaient d'avoir des nouvelles de leur famille à travers WhatsApp. Quand on doit communiquer avec les personnes à propos, par exemple, d'un changement de législation ou de la disponibilité d'un nouveau programme d'assistance, etc., on communique par SMS avec les personnes pour, en 1 seconde, atteindre 1 million de personnes, etc. Donc, on a développé pas mal d'innovations pour répondre à cette crise. Et ça nous aide à gagner du temps pour d'autres crises plus tard. Tout ce qu'on a développé ici, ce sont des pratiques qui vont nous aider à aller plus vite et plus loin et plus tôt dans d'autres opérations. L'utilisation du cash est assez innovatrice et large et couvre un grand spectre d'activités ici au Liban. Mes collègues en parleront plus tard. Et nous avons aussi utilisé ce qu'on appelait des hackathons. On a fait des hackathons, c'est-à-dire que vous prenez des start-up, des petites compagnies nouvelles, technologiques souvent libanaises, des jeunes avec beaucoup d'enthousiasme et d'énergie. Vous les enfermez pendant 48 heures dans une pièce et vous leur donnez des challenges en disant « S'il vous plaît, aidez-nous, trouvez des idées nouvelles. Nous, on est humanitaire, on a un certain nombre d'idées, mais il faut d'autres idées. Il nous faut des gens qui arrivent de l'extérieur avec des idées fraîches et des bonnes idées. » Et alors on leur dit, par exemple, on a besoin de systèmes pour faire le suivi des vaccinations, ou un autre système pour que les gens communiquent mieux entre eux, ou un système pour surveiller la température dans les abris, etc. Et vous avez tous ces jeunes entrepreneurs qui trouvent des idées nouvelles, qui font une compétition entre eux, et à la fin, on décerne des prix, et on développe les prototypes de ceux qui sont les plus innovateurs, etc. Donc on a développé ça dans cette réponse aussi. Mais on peut faire beaucoup plus, et en particulier, vous savez que dans le cadre global, il y a cette discussion sur la création d'un compact global pour les réfugiés en 2018. À l'automne 2018, il y aura une grande conférence des Nations Unies pour développer, si vous voulez, un cadre pour les réponses humanitaires de masse, les cadres en cas d'afflux massif pour des guerres ou des catastrophes naturelles. Comment répondre à ça et comment tout le monde peut contribuer. On se prépare à cette conférence, on a 1 an pour s'y préparer. Et cette conférence, ce sera une conférence qui va nous aider à vraiment identifier comment tout le monde peut faire quelque chose. On parle de whole of society response, une réponse de toute la communauté, que ce soit les individus, les politiques, les acteurs religieux, et surtout le secteur privé. Et je dirais le secteur privé ici, c'est le grand absent de cette réponse. Il y a pas mal de choses qui sont faites, mais on pourrait faire beaucoup plus. C'est une ressource qui n'est pas suffisamment exploitée. Je pense que peut-être Gilles va en parler, parce qu'il est plus expert que moi dans la matière. Donc ça, c'est vraiment important. On peut faire beaucoup plus, il faudrait solliciter plus le secteur privé. Et enfin, les municipalités. Les municipalités sont au cœur de la réponse. Ce sont les municipalités qui sentent le pouls de la situation, des relations entre les communautés. Elles sont au centre d'un rôle de cohésion sociale, garder les communautés solidaires. C'est vraiment important. Et les municipalités ont un rôle crucial à jouer. Certaines l'ont fait, d'autres ne sont pas encore assez engagées, ou elles sont au contraire
elles préfèrent se déconnecter de ça et c'est vraiment important de les impliquer plus. Vous savez qu'il y a eu cette grande conférence Habitat 3 l'année dernière avec les municipalités, le rôle que les municipalités peuvent jouer dans des situations de crise et de réfugiés ou de migration en général. Il faut explorer ça. Vous avez 5 maires du Liban qui sont allés. Et on devrait capitaliser là-dessus et utiliser leurs connaissances pour travailler plus avec les municipalités. Voilà, alors je m'arrêterai là et pour vous dire que on parle d'aide humanitaire en transition, oui. Est-ce qu'on a besoin peut-être d'une révolution plutôt qu'une transition? C'est possible. En tout cas, ce que je dirais, c'est que la taille et la complexité des crises en ce moment réclament qu'il nous faut explorer vraiment toutes les sources possibles, les approches qui existent, les nouvelles, court terme, long terme, par tout le monde et dans tous les domaines. Et tout ça, ce ne sera pas assez. Merci. Merci à vous. Merci, Madame Girard. Évidemment, vous avez abordé pas mal de problèmes en peu de temps, notamment en ce qui concerne l'impact négatif, pour ne pas dire, je ne parlerai pas de croissance, plutôt de décroissance, et lors de la discussion, on en parlera, de l'exportation, du tourisme, évidemment, mais ce que reçoivent les réfugiés, peut-être, vous dites qu'ils sont plus impliqués, en fait, dans les zones les moins démunies. C'est fort probable. Et l'intérêt de votre intervention se rapporte à l'implication de la société active, c'est-à-dire des entités qui peuvent être actives dans ces solutions, dans la gestion de transition, de même le rôle important des municipalités. N'est-ce pas, au-delà de... Enfin, vous précisiez, et plus précisément, l'affaire, c'est-à-dire des déplacés syriens, je ne dirais pas les réfugiés, les déplacés jusqu'à maintenant, et une dualité de la réponse internationale, n'est-ce pas, combinant la réponse humanitaire et aide à la stabilisation des pays limitrophes. Vous avez parlé de la Jordanie et d'autres pays qui sont concernés. Toutefois, je vous remercie et je voudrais continuer dans cette même logique, mais à caractère un peu plus poussé économiquement, sur les logiques économiques et les retombées des transferts de cash. C'est M. Gilles Carbonnier, graduate professeur Gilles Carbonnier, Graduate Institute of Geneva. Il a été récemment nommé vice-président du Comité international de la Croix-Rouge, prendra ses nouvelles fonctions au printemps 2018. Il est directeur des études à l'Institut de hautes études internationales et du développement. Il enseigne l'économie du développement, rédacteur en chef de la revue International Development Policy et président du comité directeur du Centre d'enseignement et de recherche en action humanitaire de Genève. Ses recherches portent sur l'économie politique des conflits armés et de l'action humanitaire, ainsi que sur la gouvernance des ressources naturelles. Son dernier ouvrage est intitulé « The Birth of Humanitarian Economy ». Avant de rejoindre le Graduate Institute of Geneva, Gilles Carbonnier a travaillé plusieurs années pour la CICR en tant que délégué sur le terrain et conseiller économique. Je vous donne la parole, professeur Carbonnier. Chers collègues, professeur Pfeiffer, c'est un grand plaisir de participer à cette discussion et je vous remercie de vos propos introductifs. Je remercie aussi les organisateurs de l'invitation, mais aussi du choix de la thématique qui est effectivement extrêmement pertinente. Et je me réjouis des débats, des échanges entre nous les panélistes, mais bien sûr aussi avec tous les participants. Ce que je propose de faire durant ma brève introduction, c'est au fond de parler essentiellement de deux questions liées à la crise, entre guillemets, humanitaire dans la région. C'est notamment comment les méthodes d'évaluation des besoins humanitaires évoluent
et comment aujourd'hui de comprendre les dynamiques sur les marchés régionaux, locaux, internationaux, comment aujourd'hui comprendre comment l'économie des ménages se structure, s'articule, évolue au cours des mois et des années que la crise perdure, est essentiel pour ensuite avoir une réponse humanitaire qui soit appropriée. Et puis dans cette réponse humanitaire, on a effectivement une petite révolution qui est ce passage à une aide en espèces, une aide en cash. Et j'aimerais aussi soulever un certain nombre d'aspects extrêmement positifs, mais aussi de problèmes qui sont liés et de risques qui sont liés avec cette aide en cash. Donc ceci sera l'essentiel de mon propos, mais j'aimerais peut-être juste, en débutant, dire quelques mots sur pourquoi l'analyse économique, les outils d'analyse économique peuvent être extrêmement intéressants pour l'action humanitaire de manière plus large. Et comme vous le savez, pour les organisations humanitaires, depuis des temps immémoriaux, la question du traitement des prisonniers est une question essentielle. C'est une question qui est au cœur de l'action humanitaire. Le respect de l'intégrité physique et de la vie des prisonniers de guerre est absolument essentiel. Et c'est une question qui a été traitée d'abord par les religions, ensuite par les éthiciens et plus récemment par les juristes. Et devant le problème de violation croissante, répétée du droit international humanitaire, il me semble que les économistes ont beaucoup à contribuer, à dire, mais en dialogue interdisciplinaire. Et pour illustrer mon propos, je donnerai deux exemples. Le premier, c'est que j'étais ici il y a 3 ans pour un séjour de recherche à l'Université américaine de Beyrouth. Et un matin, j'ai été vraiment frappé par une manchette de journal qui annonçait que le gouvernement libanais avait fait une prise de haute valeur. Alors j'ai acheté ce journal, c'était en anglais, High Value Catch, et donc le journal nous rapportait que l'armée libanaise avait arrêté une femme et un enfant qui seraient l'épouse et l'enfant d'Abu Bakr al-Baghdadi, le leader d'État islamique. Et l'enfant avait 8 ans, sa femme aurait été sa deuxième femme. Et en lisant un peu tout ce récit, je découvre que l'État libanais détiendrait déjà des proches parents d'un leader de Al-Nusra et que ceci pouvait améliorer la position de négociation pour obtenir la libération d'une vingtaine de personnes des forces de sécurité libanaises qui avaient été prises prisonnières lors des attaques sur Arsal, c'était durant l'été 2014. Et moi, je me suis dit, mais au fond, quel calcul coût-bénéfice l'État libanais fait par rapport aux incitations qu'ils vont envoyer aux leaders de groupes islamistes, et est-ce que ce calcul coût-bénéfice est juste? Est-ce qu'il va produire les effets? Est-ce qu'on peut parler d'une prise de haute valeur? Et puis, je crois que 2 jours plus tard, le groupe Al-Nusra a commencé à tuer un policier libanais en disant « si vous ne libérez pas nos sœurs immédiatement, on va continuer à en tuer d'autres ». Et donc, on voyait que la question prenait une tournure assez dramatique. En même temps, j'étais en train de lire un ouvrage sur la défaite française d'Azincourt. Je suis désolé de devoir en parler ici lors d'un séminaire organisé par la Croix-Rouge française, mais en fait, les Britanniques ont remporté une magistrale victoire en étant moins nombreux que l'armée française à Agincourt en 1415. Et ils ont pris des milliers de prisonniers français, dont toute la fleur de la noblesse française. Et les normes de chevalerie qui étaient en vigueur à l'époque auraient voulu que le roi Henri V préserve la vie des prisonniers français, et surtout, ayant capturé pratiquement l'ensemble de la noblesse française, laisse les droits de propriété aux chevaliers britanniques, et ces chevaliers britanniques qui ne sont pas payés pour faire la guerre, bien sûr, se rançonnent en négociant avec les duchés, les comtés et les familles la libération de ces prisonniers de guerre. Et par un calcul de nouveaux coûts-bénéfices, surtout liés
une perception de nécessité militaire, Henri V a décidé au fond de violer les normes de la chevalerie et de massacrer l'ensemble de la noblesse française et de massacrer pratiquement tous les prisonniers français. Et le calcul était le suivant, c'est qu'il a eu des informations probablement erronées et il a eu extrêmement peur que l'armée française se réorganise et réattaque. Et il s'est dit, moi je ne peux pas prendre une certaine partie de mes forces pour pouvoir garder les prisonniers de guerre français. Ça me prendra trop de force et je risque de perdre la guerre. Et donc, il faut que j'ordonne l'exécution de mes prisonniers français. Les chevaliers ont refusé de s'exécuter parce qu'ils se disent, mais enfin, je ne vais pas tuer ces prisonniers-là qui valent beaucoup, enfin, qui, à la limite, me valent une rente à vie. Et donc, c'est les archers britanniques qui ont dû faire le travail. Donc, je me dis, voilà, on a au fond, dans les questions de traitement de prisonniers, on a des normes sociales, des valeurs qui évoluent au cours du temps, qui sont inspirées bien sûr par le ferment religieux, la culture, mais qui ensuite peuvent s'inscrire dans des codes et dans le droit international public depuis 1864, mais qui ensuite doivent être mises en œuvre. Et dans la mise en œuvre, eh bien, on a affaire au fond à des acteurs qui ont une rationalité proche de la rationalité que nous appliquons, nous autres économistes, pour donner sens aux phénomènes sociaux. Donc, sur cette base-là, je me suis penché un peu sur l'économie de guerre. Et je me souviens, je m'excuse, il y a une erreur dans la citation que je vais corriger tout de suite. Ce n'est pas un lapsus, rassurez-vous. Mais enfin, je me suis intéressé à Jack Hirschleifer, un économiste de UCLA, donc de l'université californienne. Et cet économiste est un des premiers qui s'est vraiment intéressé aux guerres civiles. Il a écrit un magnifique ouvrage qui s'appelle The Dark Side of Force, le côté obscur de la force, parce qu'il se disait, mais au fond, les économistes, on ne regarde que le côté clair de la force, qui est simplement le fait que les êtres humains échangent des biens et des services sur le marché, mais on oublie complètement que les êtres humains utilisent aussi le pouvoir et la coercition pour s'accaparer des richesses et des biens ou pour en voler à d'autres. Et donc, lui s'est intéressé aux guerres civiles, et puis, je traduis sa citation, il dit « Alors que nous autres économistes, nous découvrons ce continent, qui est les guerres civiles, on est en 1993, donc très tard, nous rencontrons des tribus indigènes, historiens, sociologues, philosophes, etc., qui nous ont précédés en étudiant la face obscure des activités humaines. » Je suis désolé, il manque un mot, il s'agit des activités humaines. Et ça, c'est juste. Je souscris à ce premier passage. Les économistes, nous nous sommes réveillés très tard. Par contre, il continue en disant, par nos apports, nous mettrons vite hors jeu ces aborigènes athéoriques, c'est-à-dire les historiens, les sociologues, les anthropologues. Et vous voyez là l'impérialisme économique qui veut que nous amenons, grâce à une analyse des chiffres et de la réalité, des solutions qui vont très vite mettre hors jeu ceux qui ont tendance plutôt à s'intéresser à l'analyse des discours et des perceptions. Donc sa deuxième partie est extrêmement problématique parce que si on laisse les économistes s'en occuper tout seuls, c'est une bonne recette pour ajouter un peu de catastrophe au désastre que nous essayons de traiter. Alors, je dis que c'est un réveil bien tardif des économistes parce que, comme vous le savez tous, en 1994, nous avons vécu un nouveau génocide absolument dramatique, le génocide rwandais. Et une année plus tard, le conseiller économique du président rwandais, président Habyarimana, était à Genève, à l'institut dans lequel j'enseigne. Et ce conseiller économique qui avait été, au fond, envoyé par son gouvernement durant 3 ans pour conseiller le président Habyarimana sur les réformes économiques qui visaient à libéraliser le secteur du café, qui visaient à libéraliser le commerce, et j'en passe, nous a dit, oui, je savais que les réformes économiques que nous exigions risquaient d'intensifier les clivages interethniques, mais ces questions politiques ne nous regardaient pas. Nous étions là pour donner des conseils d'ordre économique. Et puis lorsque le génocide a débuté, j'ai transmis mes dossiers à la division humanitaire de mon gouvernement, petit État au nord de la France, et on m'a envoyé ensuite comme conseiller économique dans un autre pays en Asie du Sud-Est. Donc vous voyez que depuis lors, heureusement, les économistes se sont mis à la tâche et ont commencé à travailler, la plupart du temps, heureusement aussi, dans une perspective interdisciplinaire, pour mieux comprendre
les dynamiques économiques des guerres, des conflits, et puis aussi les questions économiques qui nous permettent de mieux y répondre. Alors bon, j'ai écrit un ouvrage qui s'appelle Humanitarian Economics, mais j'aimerais venir sur un des chapitres de cet ouvrage qui s'appelle Économie de survie, et c'est sur cette question-là que j'aimerais me concentrer maintenant. Donc j'étais il y a 3 ans, quelque temps ici au Liban, pour regarder comment les organisations humanitaires essayaient d'améliorer la manière d'évaluer les besoins notamment des réfugiés syriens, mais de manière plus large, de la population dans des zones où vous aviez un fort afflux de réfugiés. Et sur ce qui est de l'évaluation des besoins, ce qui est intéressant, c'est de voir une amélioration. On est parti d'analyses ou d'études nutritionnelles et d'études sociodémographiques. Alors on envoyait des nutritionnistes qui découvraient qu'il y avait malnutrition, sous-nutrition, et lorsque on avait beaucoup d'enfants qui souffraient de sous-nutrition sévère, aiguë, ben, c'était déjà trop tard, mais ça voulait dire qu'il fallait amener des camions avec de la nourriture. Mais on agit toujours trop tard parce que tant qu'on ne voit pas une malnutrition sévère, ben, on se dit les choses vont bien et ce n'est pas du tout forcément le cas. L'autre aspect, c'est qu'on allait d'un ménage à l'autre, d'une famille à l'autre, pour se dire mais est-ce que vous avez un grand nombre de membres de votre ménage qui ne peuvent pas travailler, qui sont dépendants ou qui sont handicapés, qui nécessitent des soins, et est-ce que vous avez un père, une mère qui sont valides et qui peuvent travailler? Or, ces informations aujourd'hui ne nous disent absolument rien sur la réelle vulnérabilité socio-économique du ménage. Vous pouvez tout à fait avoir un ménage dans lequel il n'y a ni père ni mère, mais il se trouve que les 2 parents travaillent respectivement à Dubaï et peut-être en France et sont capables d'envoyer chaque mois 500, 800 $ de remise de fonds comme travailleurs migrants. Et cette famille qui, a priori, sur des données sociodémographiques, a des besoins extrêmes, en fait, se porte beaucoup mieux que la famille voisine, chez lesquelles vous verrez père et mère et peut-être aucun membre de la famille qui souffre d'un handicap. Donc, on a commencé à évaluer les besoins, et je fais ici une petite rappel des fameux VASIR, donc des Vulnerability Assessment for Syrian Refugees, qui sont menés par le HCR en collaboration avec le Programme alimentaire mondial et l'UNICEF, qui en 2014, 2015, 2016 ont fait des enquêtes très détaillées pour comprendre l'économie des ménages des réfugiés. Et dans ces enquêtes, je résume, il s'agit d'essayer de savoir exactement quels sont l'ensemble des sources de revenus de chaque famille à travers un portefeuille d'activités qui peuvent être production agricole pour autoconsommation ou travail dans le secteur formel ou informel ou encore d'autres activités de commerce. Et à partir d'une compréhension assez fine de l'ensemble des options qui sont disponibles pour qu'une famille de réfugiés ou une famille de la population résidente puisse avoir accès aux biens et services essentiels, comparer cela avec les dépenses nécessaires pour couvrir les besoins essentiels de cette famille. Et l'écart entre les besoins qui doivent être couverts et les capacités des réfugiés ou de la population locale à couvrir ces besoins, c'est cet écart-là qui doit être couvert, peut-être par une assistance cash qui permet de couvrir ces besoins. Et ce que l'on voit dans l'étude, on va dire 2014, c'est que 56% des réfugiés disent eh bien, pour nous, notre première source de revenus, c'est l'accès au marché du travail, pratiquement toujours informel. Et c'était notamment un accès au marché du travail dans le domaine de la construction, dans le domaine du travail agricole en zone rurale et des services de commerce, magasins et autres. Et si on regarde en parallèle l'évolution des rémunérations, on voit que la rémunération des travailleurs agricoles par jour avait baissé de 15 $ par jour dans la vallée d'Abeka à 6 $. Une réduction de pratiquement 60% en 2 ans. Donc évidemment, les réfugiés ont accès au marché du travail, mais à un prix qui prétérite fortement d'autres Syriens ou des Libanais qui eux-mêmes travaillaient dans ce secteur. Travailler dans le domaine de la construction, vous avez le même phénomène. Alors moi, comme économiste, je me dis que c'est extrêmement grave pour toutes les personnes qui voient leurs revenus chuter. Il faut aussi
prendre en compte cela dans la réponse humanitaire. Mais par ailleurs, vous avez des propriétaires terriens, des propriétaires qui mènent, enfin des capitalistes qui ont des activités agricoles, qui eux-mêmes voient leurs revenus exploser parce qu'ils peuvent bénéficier d'une main-d'œuvre nettement en meilleur marché. Même chose pour les entreprises de construction. Alors dans un État, je dirais, qui a fonctionnel, qui a un système redistributif, on pourrait imaginer que l'État taxe les bénéfices extraordinaires qui sont générés dans le domaine de la construction, dans le domaine de l'agriculture ou dans d'autres domaines, et puis utilise une partie de cet impôt additionnel pour le redistribuer, pour couvrir les problèmes que les perdants de cette situation doivent endurer. Évidemment, les choses ne sont pas si simples dans la réalité, et un autre indicateur que je trouvais extrêmement préoccupant, c'est qu'il y avait eu des analyses faites par des ONG locales qui avaient fait des recherches et qui nous disaient que dans le domaine des enquêtes auprès des travailleuses et travailleurs du sexe, la rémunération journalière avait chuté de manière extrêmement forte aussi. Ce qui veut dire que les réfugiés syriens devaient avoir recours à des formes extrêmes de mécanismes d'adaptation pour aussi avoir des membres de leur famille qui apportent ou rapportent des revenus à travers des activités qui peuvent être des activités fortement dégradantes et qui ne devraient pas avoir lieu. Donc, avec toutes ces indications que des marchés nous donnent, on a de quoi vraiment comprendre comment pouvoir agir. Je passe maintenant à l'aide en cash. La réponse de l'aide cash multisecteur est une réponse extrêmement bienvenue parce qu'effectivement, mettez-vous à la place de n'importe quel chômeur français ou suisse, pour peu qu'il y en ait, non je plaisante, enfin, chômeurs dans nos pays, on ne leur envoie pas, on ne leur dit pas allez chaque mois chercher un sac de riz sur la place centrale du village ou disons Oual. On leur envoie sur leur compte en banque les allocations chômage. Donc l'idée ici est de dire, mais si on envoie simplement sur un compte qui appartient à des familles de réfugiés, un montant mensuel qui leur permet avec une carte de débit d'aller quand ils le souhaitent, prendre le montant qu'ils souhaitent, vous permettez à ces familles de ne plus devoir attendre des heures sous la pluie ou sous le soleil pour aller prendre des sacs de 50 kilos avec un bidon d'huile. C'est beaucoup plus respectueux de la dignité des bénéficiaires, et ces bénéficiaires peuvent choisir exactement ce dont ils ont besoin, que ce soit financer des médicaments, accès à un soin de santé, ou l'éducation, ou le transport, ou la nourriture. Donc c'est très bien, et c'est très bien pour les organisations humanitaires qui vont économiser des coûts de transaction extrêmement élevés, parce que voilà, il n'y a plus de frais de transport, il n'y a plus de frais d'entreposage, il y a beaucoup moins de frais de logistique, il y a moins besoin de personnel aussi. Donc, on pourrait dire que c'est gagnant-gagnant. Maintenant, c'est gagnant-gagnant si l'argent qui est économisé par les humanitaires et par les bailleurs de fonds est réinvesti. Et je crains que ce ne soit pas toujours le cas. Mais cet argent devrait être réinvesti pour que les humanitaires et d'autres travailleurs, et quand je parle des humanitaires, je parle aussi des organisations locales et des personnes dans les municipalités qui sont en charge de veiller au soutien et à l'appui aux personnes les plus vulnérables. Si cet argent est réinvesti pour que ces personnes puissent être sur le terrain et faire des analyses beaucoup plus poussées, faire un travail de monitoring, de protection, et puis être auprès des réfugiés et des personnes vulnérables libanaises, là je dis bravo, on a économisé de l'argent qu'on dépensait pour faire venir des avions, des bateaux, des camions, on le réinvestit de manière intelligente. Mais il faut le faire, et je crains que l'on laisse un peu, comme l'on le voit sur cette image, un réfugié syrien tout seul devant sa machine ATM, puis il se dit, ben voilà, tu as ta carte ATM, tu te débrouilles maintenant, et puis l'affaire est réglée. Donc ça, c'est un premier élément. Un élément additionnel, mais qui est peut-être un peu plus stratégique, c'est que, évidemment, l'aide alimentaire et l'aide qu'on appelle en nature permettait aux États-Unis et à l'Union européenne d'écouler des surplus agricoles. Et je ne pense pas que ces gros bailleurs de fonds vont se dire, bon, on ne peut plus écouler nos surplus agricoles, mais on va utiliser l'argent du contribuable pour soutenir des programmes d'aide en cash. Et j'ai peur que l'enveloppe globale
qui est alloué au secteur humanitaire se voit au fond érodé par le fait qu'il est moins intéressant pour un bailleur de fonds de devoir pomper sur l'argent du contribuable pour soutenir en cash le HCR ou d'autres, que de pouvoir envoyer des surplus agricoles qui soient clairement indiqués avec un drapeau et la provenance des marchandises. Voilà, donc sur ces questions-là, je pense qu'il y a un énorme potentiel de cette approche un peu où on utilise des outils de l'économie néoclassique et l'économie néocomportementale pour s'intégrer dans une approche interdisciplinaire en confrontant les résultats d'évaluation d'impact avec des approches ethnographiques de terrain. On a de plus en plus d'études et d'évaluation d'impact qui utilisent des études randomisées, donc qui s'inspirent de l'épidémiologie. Et ces études qui sont menées par des micro-économistes, des études économétriques, ont tendance à dire, voilà, nous avons des évaluations d'impact rigoureuses et nous pouvons vous dire que ce programme marche ou ne marche pas. Mais très souvent, si vous regardez en détail les résultats et le design de la recherche, on passe complètement sous silence des griefs, des problèmes et des ressentis des personnes, des bénéficiaires, qui peuvent 2 ans, 3 ans plus tard avoir un impact majeur sur l'évolution de la situation. Et c'est pour ça qu'il est essentiel que nous autres économistes nous engagions avec ce que Jack Hirschleifer appelait des aborigènes athéorétiques, c'est-à-dire des personnes qui travaillent beaucoup plus de manière inductive pour pouvoir comparer les résultats de nos recherches et amener des recommandations aux praticiens et aux politiques qui soient vraiment inspirantes. Autre question, et je termine avec cela, c'est qu'il est absolument crucial de poursuivre, de renforcer le dialogue entre humanitaire et académique. Et je félicite et salue les efforts du Fonds de recherche Croix-Rouge française qui y contribue, y compris avec une revue qu'elle soutient. Mais pour moi, il est essentiel, comme chercheur, d'avoir des intuitions qui viennent des praticiens. C'est à travers la pratique qu'on a les intuitions majeures qui nous permettent de poser des questions de recherche qui soient pertinentes, d'avoir un design de la recherche qui soit aussi ensuite productif et pour être ensuite capable d'amener des résultats de recherche qui ne sont rencontrés par autre chose que soit du désintérêt, soit du mépris des praticiens qui disent « c'est théorique, c'est complètement à côté de la plaque, moi j'ai mes problèmes et ça ne me dit rien ». Voilà, donc je crois que le potentiel est énorme et puis au travail. Merci beaucoup. Merci, M. Carbonnier, professeur Carbonnier. C'est dense, c'est très dense. Vous parlez de la crise humanitaire, l'évolution, le dynamisme des marchés régionaux, internationaux. Évidemment, vous avez intégré l'économie de marché des réfugiés au Liban. C'est un problème qu'on devrait se poser de réfugiés ou de déplacer ou organiser pratiquement leur retour. Mais l'économie, c'était une économie de survie avec les évaluations des besoins des réfugiés syriens au Liban et les interventions des marchés, c'est-à-dire du cash aid ou de l'aide de cash aid, voilà. Évidemment, ça pourrait faciliter certaines activités supplémentaires que les bailleurs de fonds auraient épargné le coût. Mais l'essentiel, c'est que vous avez retracé toute une chaîne d'activités d'économie humanitaire et vous appelez les économistes à observer, à étudier, à faire des modèles pour atteindre des résultats, évidemment avec des praticiens. Pour cela, je vais demander à Mme Dalia Sber de nous donner son expérience sur l'impact pratique des transferts de cash. Mme Dalia Sber est chef de programme, directeur adjoint de Solidarité internationale Liban, diplômée de Sciences Po Paris et de la London School of Economics. Dalia Sber travaille depuis plus de 4 ans dans le secteur des ONG internationales au Liban. Solidarité internationale est une ONG dont le siège est en France
et travaille notamment dans des contextes d'urgence dans une vingtaine de pays depuis 2013 au Liban. Les principales activités de solidarité internationale sont essentiellement dans les secteurs de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement. C'est un problème qui touche l'ensemble des Libanais et l'ensemble des réfugiés, de même que dans la sécurité alimentaire et les moyens d'existence. Madame Sbead abordera les grandes questions opérationnelles et les grands défis auxquels les ONG font face sur les programmes CASH, en prenant l'exemple du Liban et de l'expérience de solidarité dans ce pays, surtout du point de vue des bénéficiaires, de l'impact du programme CASH, des perceptions et des avantages. À vous, Madame Sbead. Merci beaucoup, professeur, pour cette introduction et merci aux collègues de la Croix-Rouge pour cette invitation à Solidarité Internationale. Alors, j'aimerais aujourd'hui parler au nom de Solidarité Internationale, au vu de l'expérience que nous avons eue depuis 2013 dans le secteur de l'aide monétaire, aussi bien en tant que praticien d'un point de vue de la mise en œuvre, mais aussi, j'aimerais parler ici de notre expérience en tant qu'observateur des dynamiques autour des questions monétaires au Liban. Et pour ceux qui en sont un peu familiers, vous avez sûrement compris qu'il y a eu beaucoup de débats, beaucoup de questionnements métaphysiques, des débats parfois un peu cycliques, mais je pense qu'on commence à en voir le bout. Je parlerai aussi sûrement d'un point de vue un peu plus personnel, comme il a été rappelé dans l'introduction, je travaille sur des questions d'aide monétaire depuis maintenant 4 ans. Il m'est donc parfois un peu difficile de distinguer opinion personnelle et professionnelle, vous m'en excuserez. Je parlerai, je dirais souvent « nous » dans cette intervention. Le « nous » n'est pas seulement pour Solidarité Internationale, il est très souvent sur ces questions un « nous » de la communauté humanitaire qui s'est regroupée dans des mécanismes de coordination pour trouver des méthodes harmonisées pour offrir une aide monétaire aux réfugiés syriens. Donc il est difficile aujourd'hui de distinguer ce qui a été fait par une organisation ou par une autre. Il y a un outil qui a été mis à contribution par une organisation, une réflexion qui a été menée par un consultant externe recruté par l'UNHCR, etc. Donc le « nous » est en fait un peu la communauté humanitaire, si vous me le permettez, même si je suis bien sûr qu'il y a un seul avis, ou nous ne sommes qu'un seul avis à Solidarité Internationale. J'aimerais passer un petit temps d'introduction pour replacer un peu les grands faits, les grandes dates qui ont marqué la question d'aide monétaire au Liban. J'aimerais ensuite faire écho modestement à l'intervention du professeur Carbonnier sur les grandes questions et les grands défis qui émergent de ces pratiques. Il y a encore beaucoup de défis, il y a encore beaucoup de questions qui ne sont pas résolues, elles sont difficiles, elles sont sans doute de plus en plus complexes, mais nous devons de trouver une réponse à ces questions que la pratique fait émerger. Et en conclusion, j'aimerais parler brièvement de l'impact et des perceptions du point de vue des premiers intéressés, que sont les réfugiés syriens dans ce programme particulier. Juste pour rappel, quelques éléments. Donc en introduction, il faut bien rappeler que l'aide monétaire ou le cash est un moyen et non pas une fin en soi. C'est vraiment la première chose qu'on apprend dans notre secteur d'activité et qui est rappelée dans tous nos manuels, c'est un moyen. Ce n'est pas un secteur, ce n'est pas un objectif. Il est là pour faciliter l'atteinte d'un objectif particulier. Au Liban, bien sûr, on sait et bien sûr les pratiques ou les manuels disent qu'il faut vérifier avant la faisabilité. Est-ce que c'est pertinent d'utiliser ce moyen? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que le marché est là et met à disposition des bénéficiaires, des services, des biens qui sont adéquats? Est-ce que le marché est élastique? Est-ce que cet accroissement de la monnaie ne va pas provoquer des effets négatifs? Bien sûr, au Liban, on s'est peu posé la question de la faisabilité. On n'a même presque pas fait d'études de marché en réalité, aussi sans doute parce qu'elles étaient vraiment trop compliquées pour nous. Mais nous sommes à peine passés par cette phase, et je pense, comme disent souvent les Libanais, finalement au Liban tout s'achète, il n'y a que l'air qui est gratuit, donc l'argent devrait pouvoir nous obtenir les biens et les services nécessaires. Aussi, pour rappel, dans notre jargon, on parle aussi bien de cash pour désigner les bons en papier ou sur une carte, etc., donc qui sont échangeables vis-à-vis contre un service, que
du cash vraiment, de la monnaie qui est donnée dans une enveloppe ou au travers d'une carte bancaire, comme le rappelait le professeur Carbonnier. Et on doit reconnaître qu'en prenant cette définition, le premier ou le plus grand acteur d'aide monétaire au Liban est en fait le PAM, le Programme alimentaire mondial, puisque le programme de banque alimentaire a commencé dès 2012, a couvert au départ l'intégralité de la population réfugiée. Mais ce qui nous intéresse surtout, puisque c'est mon expérience et l'expérience de Solidarité internationale, c'est l'aide monétaire inconditionnelle. Donc l'aide monétaire qui est donnée sans condition, c'est-à-dire sans que la personne ait à faire quelque chose de particulier et sans restriction d'utilisation. Et je disais bien, c'est un moyen. Donc quel est l'objectif? Au Liban, l'objectif a été simple, aider la consommation, aider la survie, aider les familles les plus vulnérables à rester à un niveau minimum et à ne pas avoir recours à des mécanismes négatifs auxquels faisait référence M. Carbonnier. Bien sûr, c'est un type d'assistance, surtout vu la quantité de son utilisation au Liban. C'est, à ma connaissance, à peu près 50% de l'aide humanitaire est sous forme de bons ou de cash. C'est une assistance qui provoque crispation. Et j'ai cru comprendre que ce sujet avait déjà été abordé ce matin. Ça provoque des crispations au Liban parce que ces programmes ne se sont adressés qu'aux Syriens. Ce sont des organisations internationales, des ONG comme la nôtre, qui ont apporté cette assistance. On s'est posé la question de notre mandat, de notre légitimité, en la présence d'un État libanais avec un ministère des Affaires sociales, etc. Mais bien sûr, actuellement, la protection sociale au Liban n'est pas telle qu'il y a un équivalent, et l'aide caritative ou la solidarité de groupe, la solidarité sociale, n'a pas les mêmes moyens. C'est une réalité, et nous devons bien sûr toujours garder un œil attentif à cette question et aux impacts négatifs qu'elle peut avoir. Voilà, donc des grands moments de l'aide monétaire au Liban, c'est 2012 à peu près, je crois, le lancement de l'assistance en bons alimentaires. 2013, on a commencé le cash inconditionnel. Au départ, on a mis le label assistance divers, et c'est souvent des programmes du HCR, mais au final, l'objectif est le même. C'est pendant cette période particulièrement difficile, apportons une assistance pour des besoins de base, des besoins de consommation au final. Il y a eu plusieurs initiatives. En 2014, nous avons été financés par la Commission européenne pour faire un programme d'aide monétaire inconditionnelle. En 2014 aussi, à la fin, a été créé un consortium d'ONG internationales qui a duré environ 2 ans et demi et qui a quand même brassé la modique somme de 70 millions d'euros pendant 2 ans et demi pour ce type de programme. Bien sûr, l'acteur principal a été aussi durant cette période le HCR et le PAM encore une fois. Et en termes d'aide inconditionnelle, on est quand même allé jusqu'à 40 000 ménages, c'est-à-dire à peu près 200 000, plus de 200 000 personnes. 2016, nouvelle année, ou fin 2016, début 2017, nouvelle année, nouveau débat. Il y a eu une grande... le lancement d'une nouvelle stratégie qui n'a pas fait consensus de la part de 2 bailleurs de fonds, la Commission européenne et son appareil d'aide humanitaire, sa branche humanitaire ECHO, et le Royaume-Uni avec DFID ont lancé une stratégie en disant aujourd'hui, je ne peux pas parler à leur place bien sûr, mais en disant il me semble, aujourd'hui, nous sommes beaucoup d'organisations à faire la même chose, à faire le même type de programme, de la même manière. Nous devons simplifier, fluidifier, éviter les duplicata et donc possiblement les coûts supplémentaires. Et nous devons établir des moyens indépendants de suivi et d'évaluation, donc avoir des rôles différents pour 2 entités, une qui distribuerait le cash et une qui ferait le suivi et l'évaluation. Pour être plus redevable et pour remettre aussi un peu d'humanité et de redevabilité dans ces programmes qui sont très centralisés et très sophistiqué, mais du coup, sans doute aussi pas très humain, et j'y reviendrai. Cette stratégie n'a pas fait consensus, mais finalement, elle se met actuellement en place. La communauté des ONG internationales, au travers du LIF, s'est prononcée pour la mise en place d'une plateforme indépendante de suivi et évaluation. Solidarité en faisait partie, et aujourd'hui, actuellement, nous faisons partie de cette plateforme qui se lance avec nos collègues d'Oxfam et de NRC et des partenaires académiques au Liban et à l'étranger. Qu'est-ce que ces 4 années de pratique nous ont enseigné?
Je pense que beaucoup de choses très positives, bien sûr, ont été faites, mais il y a encore beaucoup de défis. Juste rapidement, sur les questions principales qu'on se pose dans ce programme, comment distribuer le cash, pour quel montant, à qui en priorité, comment distribuer le cash, comme le mentionnait le professeur Carbonnier, ça a été dès 2013 une carte, ou plusieurs cartes, puis une carte. Pour quel montant, ça a été aussi abordé, c'était un panier minimum de ménages, regarder les revenus et les ressources et faire la soustraction. À qui en priorité? Alors là, ça a été le sujet de débat, parce que c'est une question qui est extrêmement difficile et qui, finalement, selon la réponse que vous choisissez, vous faites un très grand nombre d'hypothèses, de postulats, et qui ne sont quand même pas neutres. Et donc ici, bon, on a le luxe au Liban d'avoir pu recourir à des méthodologies plus sophistiquées, empruntées à la statistique, à l'économétrie, en employant, à travers de consultances payées par le HCR ou le PAM, des consultants, des universitaires, de l'Université américaine de Beyrouth notamment, pour mettre en place des méthodologies qui, on y reviendra, ne sont pas forcément très compréhensibles pour le monde des humanitaires. Donc, qu'est-ce que nous enseigne tout ça? Pour moi, la première grande question est, est-ce qu'on est capable, donc, de faire du cash à grande échelle? Je pense qu'on l'a prouvé, la réponse est oui. Est-ce qu'on le fait bien? Sans doute en partie. Peut mieux faire, comme dirait mon grand-père, sur beaucoup d'autres points. Une première question, c'est la flexibilité. Nous sommes donc plein d'acteurs qui se sont mis dans un forum pour essayer d'harmoniser les méthodologies. Très bien, on est juste envers les personnes, on donne le même montant avec la même méthodologie. Mais faire se mettre d'accord 10 à 15 agences, ça c'est celles qui ont des financements, plus éventuellement d'autres, dans une pièce sur des méthodologies compliquées, voire des méthodologies qu'on ne comprend pas, bonne chance. Et c'est pour ça que, pour nous en tout cas, pour Solidarité, des stratégies comme celle défendue par la Commission européenne et DFID étaient bienvenues. Finalement, peut-être que c'est plus simple d'être moins nombreux, mais pas forcément d'être moins nombreux à prendre les décisions importantes, pas forcément d'être moins nombreux pour d'être une agence dans un coin qui décidera de tout. Non, peut-être qu'il faut être moins nombreux pour distribuer et avoir un mécanisme qui fait contrebalance et qui vient vérifier que voilà, le programme est là, le programme n'a pas un effet négatif involontaire, que l'évaluation se fait correctement, etc. D'où la plateforme indépendante. Deuxième grande question, qui est souvent la question oubliée, c'est la question de la gestion des données, de la responsabilité de protéger les personnes, la confidentialité de leurs données, et des questions qui, pour moi, sont des questions éthiques. Nous sommes dans un monde où beaucoup de technologies sont accessibles, dans un pays où beaucoup de technologies sont accessibles. Jusqu'où devons-nous aller? Où devons-nous nous arrêter? Est-ce qu'il y a des pratiques qui, finalement, sont mises en œuvre ici, qui ne seraient pas approuvées, voire pas autorisées dans nos pays d'origine, selon les standards européens, par exemple? Et les programmes cash posent cette question tout particulièrement parce que ça semble, effectivement, c'est extrêmement simple. On distribue une carte là, avec un code secret, la personne va, retire son argent. Derrière tout ça, le revers de ça, c'est que pour chaque famille qui tire de l'argent, par exemple en plusieurs fois, on a dit c'est 175 $ par mois par famille, bon, je veux tirer par tranche de 20 $, c'est, en termes de données, une entrée pour chaque retrait, pour chaque famille. Et là, on parle de 20 000 familles qui font peut-être souvent un retrait, mais qui peuvent faire plusieurs retraits. Vous multipliez ça par le nombre de familles, par le nombre de mois, vous retrouvez avec des centaines et des centaines d'entrées et de lignes à traiter et à analyser si on veut vraiment se dire, OK, qu'est-ce qui a été retiré des cartes, comment, quand, où, etc., ce que nous demandent nos bailleurs. Et donc là, on rentre dans un monde totalement différent, le monde de la big data, et nous, les ONG, on est un peu à la traîne, même beaucoup. On a même du mal à faire financer ou à convaincre en interne de la nécessité de ces postes, de ces expertises, de ces investissements qui sont extrêmement coûteux, mais aussi, encore une fois, on a de la chance extrêmement répandue dans un pays comme le Liban. Et donc au Liban, à mon sens, il y a encore un besoin de trouver un juste milieu. On a beaucoup d'outils qui finalement peuvent être à double tranchant. On a une plateforme à disposition pour pouvoir signaler quelles familles nous aidons et pour donc éviter les duplicata. C'est magnifique en termes d'opportunités. C'est inquiétant en termes de mise en ligne de données personnelles
Et je pense que ni vous ni moi n'accepterons facilement que notre nom, photo, etc. soit mis. Donc, il faut continuer, je pense, à mon sens, ou même réouvrir des débats éthiques autour de l'utilisation de technologies. C'est merveilleux et c'est effrayant à la fois. Un troisième point, pour moi, est le dialogue des humanitaires avec d'autres mondes. Et le professeur Carbonnier a déjà abordé cette question. Avec le monde académique, il y a un énorme potentiel. Sommes-nous capables de le faire, nous, ONG? Sommes-nous capables de comprendre les outils qui sont développés pour nous? Est-il responsable de prendre ces outils dans nos maisons, de les appliquer, de les utiliser dans nos programmes et d'être incapable de les expliquer à nos bénéficiaires? Est-ce qu'il faut qu'on s'adapte, qu'on ait ces ressources en interne, ou est-ce qu'il faut qu'on revienne à des méthodologies plus simples, comme nous faisons parfois, ou plus communautaires, etc. Collaboration avec le privé, effectivement, il y a encore énormément de potentiel. Le privé s'est adapté à nous, le secteur bancaire, en l'occurrence, s'est adapté à nous, nous a offert des nouveaux produits, des plateformes, par exemple, à la demande du PAM. Après, je pense qu'il y a encore plein de communication et d'adaptation à faire. Le service bancaire et le secteur bancaire n'est pas connu ni au Liban ni ailleurs pour sa capacité d'inclusion. Et les bénéficiaires de nos programmes ne sont pas exactement les clients les plus assidus normalement du secteur bancaire. Donc il y a des adaptations à faire. Je ne pense pas que voilà, les services clients des banques sont vraiment capables d'expliquer à quelqu'un qui ne sait pas nécessairement lire, qui utilise une carte pour la première fois de leur vie, comment utiliser ce service. Bien sûr, c'est de notre responsabilité de s'assurer que les personnes ont les informations nécessaires. On touche aussi à un troisième monde qui est le monde de la protection sociale, qui souvent est du ressort du secteur public, mais qui est aussi le ressort de certaines organisations comme la Banque mondiale qui viennent aider le secteur public, par exemple au Liban, à mettre en œuvre des programmes comme ceux-ci. Là aussi, c'est un petit peu un choc des cultures. On essaye, nous, en tant qu'humanitaires, d'utiliser le vocabulaire, d'essayer de faire une transition. Est-ce qu'on comprend le vocabulaire? Est-ce qu'on est capable de se l'approprier? Vu les grimaces de nos collègues de la Banque mondiale quand ils nous voient utiliser les terminologies, je pense que la réponse est on n'y est pas encore, on y réfléchit très fort et on essaye, mais on a encore un petit peu de route. Un autre point qui n'est pas forcément des plus politiquement corrects, mais à Solidarité, nous sommes extrêmement français et nous aimons tout dire, c'est les questions de compétition, de mandat et la politique derrière tout ce monde humanitaire. Et bien sûr, ce qui est compliqué quand on ouvre la question des programmes monétaires à cette échelle, c'est déjà tout l'argent qu'il y a derrière, et c'est aussi les questions de mandat. Cash inconditionnel multisectoriel, c'est à qui de le faire en contexte de crise, c'est à quelle agence, c'est à quelle ONG, c'est à quelle agence des Nations Unies, qui le fait, qui doit offrir ce service, est-ce que c'est un service pour aider à l'abri, est-ce que c'est pour la protection des personnes, est-ce que c'est pour la nourriture, est-ce que c'est tout ça à la fois? Bon, si c'est tout ça à la fois, qui le fait? Et c'est lié aussi aux questions de coordination, et c'est pour ça qu'on en revient à peut-être pas une transition, mais une révolution qui est nécessaire, c'est est-ce que notre système de coordination sectoriel donne sa place à ce type d'assistance qui, encore une fois, en termes monétaires, est extrêmement grand. Et au Liban, on a trouvé encore une fois une partie des réponses. On a établi un système de coordination, un groupe en soi pour pouvoir parler de ces questions. Et il a été le bienvenu puisqu'on a pu y traiter un grand nombre de questions. Après, est-ce que nous arrivons encore suffisamment à faire le lien avec les autres secteurs qui, de facto, sont inclus dans ces programmes? Je pense que la question est encore ouverte. La sixième grande question pour moi est la question de l'humain. C'est très beau, toutes ces technologies, cette capacité de pouvoir sélectionner les gens basés sur leurs données démographiques avec des proxys, etc., dans un grand ordinateur à Beyrouth. C'est magnifique dans un contexte comme le Liban, où les gens sont éparpillés, où ça nous prend des heures, des jours de trouver une famille, des ressources que les bailleurs ne sont pas prêts de payer. Mais est-ce qu'on ne perd pas des fois l'important, le sujet, la personne? Nous sommes des organisations, aussi bien les agences des Nations Unies que les ONG, qui apportons des services à la personne. Et donc, comment réussir à maintenir ce lien? Comment réussir à maintenir ce lien aussi dans un contexte où les bailleurs, surtout au Liban, sont vraiment de moins en moins intéressés à payer des équipes qui vont aller une fois, deux fois, trois fois, voir une famille, chercher la famille, etc., etc. Avec tous les défis qu'il y a au Liban, en termes d'adresse, en termes de contact, les numéros de téléphone qui partent au bout d'un mois parce que la famille n'a pas pu payer de crédit, etc. Et les gens dans tout ça, donc, les bénéficiaires, les hommes, les femmes, qui se cachent derrière les cartes et les listes de bénéficiaires, bien sûr, chacun a son histoire, chacun a ses besoins.
je pense encore une fois qu'ils sont profondément convaincus et nous l'expriment de la nécessité de cette assistance. Elle est la plus attractive au Liban aujourd'hui, il faut le dire. Je pense qu'ils sentent que le cash est adapté puisque c'est une pression extrêmement grande qu'ils ont tous les jours. Est-ce qu'ils préfèrent le cash? Encore une fois, je dirais oui. Les bailleurs, pas forcément. Ça peut leur faire peur. Mais est-ce que, voilà, on parle de montants qui sont quand même assez réduits et revendre de l'aide en nature, à mon sens, n'est pas vraiment préférable. Est-ce que les montants sont suffisants pour avoir vraiment un impact au niveau du ménage? Ça, c'est encore une question. On a utilisé des méthodes très sophistiquées pour essayer d'analyser l'impact. Bon, la conclusion est souvent non, l'impact n'est pas si grand. Après tout, l'ambition de ce projet est de maintenir les gens à un minimum vital et d'ajouter aux options que les gens ont, options auxquelles faisait référence le professeur Carbonnier, donc l'échantillon de moyens que les gens ont pour vivre, on leur ajoute une carte, on leur ajoute un joker. On n'est pas en train de sortir des gens de la pauvreté, on n'est pas en train de changer drastiquement leur existence. Et comme je disais, il y a quand même des questions fondamentales liées à l'humain qu'il faut se poser. Dans notre sélection actuellement, nous ne prenons pas en compte, nous ne consultons pas, il faut le dire, les réfugiés pour mettre en place ces méthodologies. Nous les consultons peut-être avant, après, pour avoir des pistes, pour avoir des impressions, mais ce n'est pas eux qui nous aident à créer ces outils, puisqu'ils sont un peu des outils d'un autre monde. Et nous avons aussi du mal à communiquer sur ces méthodologies, même si, bien sûr, le panel des mécanismes auxquels nous avons accès ici, comme le rappelait Madame Girard, est énorme. Donc, nous avons l'option d'un SMS, c'est quand même, encore une fois, très beau. Ça a ses limites en termes de communication. Voilà, donc je pense beaucoup de questionnements extrêmement intéressants à continuer, qui sont notre responsabilité d'y répondre. Il y a un impact pour ce type de projet, c'est un minimum vital, c'est un minimum consommation. Est-ce que nous changeons la vie des gens? Non. Nous leur rendons simplement la vie légèrement plus vivable. Voilà, merci Madame Sper. Excellent. Alors là, pour vous, en fait, le point culminant, c'était que l'aide monétaire reste un moyen. Et vous avez proposé diverses stratégies de programmes, de procédures dans lesquelles vous avez présenté les moyens de traitement en cash et les différentes caractéristiques expérimentales avec des réfugiés ou des déplacés au niveau de ces stratégies adoptées. Évidemment, vous revenez souvent dans vos propos à la collaboration avec le monde académique, ce qui est excellent, pour vérifier la faisabilité de vos stratégies. Mais en fait, ce qui vous intéresse, c'est la finalité, qui est la prise en considération de l'humanitaire. Je vous remercie. Une seconde expérience qui sera proposée par M. Nadim Abdo de l'Arc-en-Ciel, de l'ONG Arc-en-Ciel, sur les organisations humanitaires en quête d'un modèle économique. Nadim Abdo est le directeur des programmes d'Arc-en-Ciel, la plus grosse entreprise sociale indépendante du Liban, et opère dans les domaines de l'agriculture durable, de l'environnement, de l'accompagnement de la jeunesse, de la mobilité, santé, action sociale et tourisme. L'Arc-en-Ciel a été récompensé du titre Social Enterprise of the Year par la Schwab Foundation. Nadim Abdo est titulaire d'un BA en sciences sociales et comportementales de l'EUB et d'un MSc en études urbaines et régionales obtenu auprès de la London School of Economics and Political Sciences. Il a travaillé comme sociologue et urbaniste auprès du Town Planning Department of Solidaire in Beyrouth et également membre du conseil d'administration de la Fédération libanaise des auberges de jeunesse. Actuellement, directeur de l'unité des premiers secours du centre de la Croix-Rouge libanaise de Beit Meri. M. Abdo présentera un modèle qui peut être considéré comme viable dans l'ordre de priorité d'une économie humanitaire qui sera celui d'entreprise sociale. C'est une excellente proposition. Je vous cède la parole, M. Abdo. Merci, professeur. Tout d'abord, merci pour les organisateurs pour l'accueil et
tout l'honneur qui nous est donné de représenter Arc-en-Ciel dans cette assemblée prestigieuse. Julien, n'oublie pas les photos d'appui. Bon, je vais juste faire un petit aperçu historique pour expliquer la création d'Arc-en-Ciel, comment elle a pris naissance durant la guerre civile au Liban et comment les activités ont graduellement développé pour arriver aujourd'hui à cette diversification d'activités et le modèle d'entreprise sociale auquel on aspire à développer et promouvoir au Liban. Donc, durant la guerre civile, il y a eu beaucoup de blessés de guerre, donc qui n'avaient pas accès à des activités, ils n'étaient pas actifs, donc on les laissait de côté et ils ne faisaient pas partie d'une économie saine, ils n'étaient pas productifs. Arc-en-Ciel a œuvré pour ces personnes-là pour leur garantir des rentrées saines et correctes pour pouvoir vivre dignement. Et avant d'aller dans des exemples d'activités qu'on va voir là, c'était un travail collectif de beaucoup de personnes et avec le temps, ça a donné ce fruit-là. Donc, la stratégie qui a débuté, c'était un travail communautaire. Donc, on s'est adressé aux personnes vulnérables, on a récolté leurs besoins du terrain et on a œuvré sous la, comme on dit, la community-based approach. Donc, on a répondu à leurs besoins à travers les activités qu'ils peuvent, eux, produire et développer. Ce travail communautaire a conduit à la création de programmes et de services divers et qui nous ont mis dans une position d'entreprise sociale de référence comme une prestation de service et ceci a aidé à la construction d'une politique nationale et un programme public général. Notamment, je vais m'attarder sur la loi 220 que beaucoup d'associations ont travaillé pour cette loi, notamment Arc-en-Ciel et d'autres partenaires aussi. Donc cette loi, elle a permis aux personnes handicapées d'avoir accès à leurs droits qui leur n'étaient pas permis et à travers beaucoup de services. Donc c'était au niveau de l'éducation, de l'habitat, de la santé, de la mobilité et aussi l'accès au travail. Ceci, c'était avec le ministère des Affaires sociales. Donc, la loi dit que le ministère des Affaires sociales a un système de quotas et ce système de quotas prévoit des aides aux personnes handicapées qui vont aller recevoir ces aides techniques deux instances de prestation de services qui sont validées par le ministère. Donc, par exemple, une personne sur fauteuil roulant a le droit d'avoir un fauteuil roulant gratuitement chaque 5 ans. Elle va, munie de sa carte d'invalidité, auprès de ces instances-là. Elle reçoit son fauteuil et c'est cette instance-là qui va recevoir l'argent du ministère. Donc, indirectement, cette personne-là s'est libérée de l'emprise des autorités communautaires, politiques, tout ça, qui donnait à cette personne le droit où lui était imposé de suivre son régime et tout. Cette loi-là aussi, dans le monde du travail, prévoit des pénalités en cas de non-conformité où des entreprises ne recrutent pas
à un seuil déterminé des personnes handicapées, et aussi elle donne davantage fiscaux en cas de dépassement de ce seuil-là. Mais si cette loi a certainement amélioré la situation des personnes handicapées, mais aussi le volet emploi n'a pas été toujours appliqué parce que ces taxes n'ont jamais été collectées en raison de conflits entre les différents ministères et aussi sur la question de la tutelle de la caisse destinée à gérer ces montants. Donc la loi y est, mais l'application n'est pas. Et le conflit entre les différents ministères et les commissions interministérielles, tout ça, aussi ça bloque certains droits à ces personnes-là. Voilà, c'était un peu un aperçu historique où on a travaillé sur la loi 220 et pratiquement la stratégie, comme j'ai dit, repose sur ce travail communautaire, arriver à une entreprise sociale de référence et travailler pour un programme public. La culture d'Arc-en-Ciel, c'était de faire différent, vraiment faire différent, ne pas faire comme tout le monde et utiliser de nouvelles technologies et surtout la personne en difficulté au service de la personne en difficulté. Donc on voit en pratique, donc dans nos ateliers où on monte les fauteuils roulants, les béquilles et tous les accessoires, c'est les personnes en difficulté, les personnes handicapées qui font ce travail-là. Petit à petit, on s'est adressé aussi aux personnes en difficulté en général. C'était aussi les ex-prisonniers ou les ex-toxicomanes, toute personne qui trouve beaucoup d'ennuis pour trouver du travail. Nous avons essayé de les aider à trouver, à être embauchés, aussi pour casser ce tabou que ces personnes-là ne sont pas actifs en société. Donc, ça, c'était du côté des personnes handicapées. Puis, en 2004, il y a eu beaucoup de problèmes sanitaires et hygiéniques au Liban sur la gestion des déchets infectieux des hôpitaux et des centres de soins. Donc, Arc-en-Ciel aussi a œuvré pour chercher des fonds pour monter un système de traitement avec une technologie d'autoclavage, pas d'incinération, quitte à préserver un environnement de plus en plus un peu sain et de moins pollué. Donc cette opération-là, qui aujourd'hui couvre 85% des hôpitaux et des centres de soins du Liban, était une première, et c'est toujours sur un modèle, pas un monopole, mais un modèle où on a œuvré avec de moindres coûts. Donc on fait du bénéfice, il faut faire du bénéfice pour garantir la durabilité de l'activité, mais pas beaucoup pour aussi garantir que les hôpitaux restent toujours impliqués dans ce service-là et ne s'amusent pas à jeter par-ci et par-là leurs déchets, parce que aussi l'État n'arrive pas à bien contrôler cet aspect-là. Donc ça, c'est un autre exemple. Un troisième exemple, c'était un centre de formation qui propose aussi aux personnes vulnérables une formation pour une insertion professionnelle. C'était destiné principalement à des femmes un peu de difficultés sociales, et pour leur apprendre des métiers aussi de préservation disons de pratiques un peu qui vont être oubliées. Et petit à petit, ce centre de formation aussi a généré du financement pour aider ces femmes-là à avoir des microcrédits aussi et monter leurs propres entreprises. Finalement, deux opérations auprès des jeunes. Cirque-en-Ciel, qui est une école de cirque social. Ça a été à l'initiative du Cirque du Monde, qui est le cirque social de Cirque du Soleil, qui est
une commission est venue au Liban en 2001 qui a aidé des jeunes en décrochage scolaire, des jeunes marginalisés, pour acquérir des compétences dans les arts du cirque. Et petit à petit, ils ont créé une école qui va travailler auprès des... qui fait du social et fait aussi de l'événementiel. Donc ils vont se présenter, faire de l'animation payante et avec ce revenu-là, financer des activités sociales, aller auprès des réfugiés et essayer de leur rendre un peu le sourire, d'une façon où ils ne sont pas juste une charity, mais ils sont financièrement indépendants, ils ont monté leur école. Et finalement, l'auberge de jeunesse Ecolodge, qui a su aussi promouvoir l'héritage de la construction à partir de la terre cuite à la Béccar, donc un système très traditionnel de construire avec de la terre, des briques de terre et du bois. On a ressuscité cet héritage-là et avec ça, on a construit une auberge qui accueille des jeunes de différents horizons pour promouvoir l'échange et le dialogue entre eux. Donc, d'un côté, préserver un héritage là et promouvoir l'interaction et l'échange entre les jeunes. Je ne vais pas trop m'attarder sur les différentes d'autres exemples, mais principalement, c'était travailler avec ces personnes-là, avoir leur confiance. Les atouts de succès, c'était au lieu de s'implanter et de forcer ou d'imposer un moyen de développement, au contraire, on arrive à partir de la confiance bâtie avec ces bénéficiaires ou ces personnes vulnérables, à voir leurs intérêts et comment mieux les développer. Et petit à petit, on arrive à monter cette structure qui peut générer des fonds. On a des activités qui nous génèrent beaucoup plus de fonds que d'autres, et ceci peut financer d'autres activités moins génératrices de fonds. Donc l'idée globale, c'était de démarrer avec ces personnes-là et de répondre directement à leurs besoins selon leurs aspirations et leurs rêves. Merci. Merci, M. Abdo. En fait, votre intervention est super humanitaire. Arc-en-Ciel est un exemple visant à méditer, vivant qui reste à méditer. Cette expérience pourrait être transposée à des situations de communautés de réfugiés ou déplacés, où un transfert de techniques et de technologies d'Arc-en-Ciel pourrait apporter une valeur ajoutée aux réfugiés ou déplacés quant à leur insertion dans des emplois ou des technicités manuelles dans l'agriculture, la petite industrie, les hôpitaux de région ou autres, dans lesquels ils seraient d'un grand apport. En fait, Arc-en-Ciel aurait atteint des cibles aussi bien dans le domaine économique en créant des emplois générant des profits dans le domaine environnemental, en préservant les ressources naturelles et socioculturelles et dans l'accompagnement des personnes en difficulté.